édition. À tous, nous sommes ensemble en direct sur Télé 50 et nous allons, dans cette émission, dans cette grande édition spéciale, parler des questions des fonds, parler de ce qui touche la République démocratique du Congo en termes de valeurs, parler de ce que nous voulons faire de notre pays pour la postérité, et surtout pour la jeunesse montante. Et là, nous allons parler de sa classe politique, du Congolais lui-même, mais aussi des options qui sont levées pour permettre ce qu'on appelle l'impunité, ce qu'on appelle le développement et surtout l'émancipation de ce peuple depuis 1960. Cette grande édition sera essentiellement composée des analystes, des journalistes qui ont pignon sur rue ici à Kinshasa et qui régulièrement reviennent sur ce plateau pour vous donner le substrat de ce qui est comme réflexion dans notre Congo d'aujourd'hui. On part d'un fait tout à fait anodin. Le Premier ministre, Matata Mponyo, qui a été au Parlement pour répondre à une question soulevée par un député. Et durant cette séance, il a été relevé et que les échanges de paroles entre le député et le Premier ministre a choqué plus d'un. D'abord, le député qui a demandé au Premier ministre de mieux conjuguer le verbe manger, c'est-à-dire il faut partager le butin ou peut-être passer par la corruption pour permettre aux uns aux autres de se retrouver. Et le Premier ministre de répondre qu'il était là pour gouverner, pour gérer, et non pour conjuguer les verbes manger au présent ou au futur, mais plutôt au présent comme il a été recommandé. Alors, aujourd'hui, avec Willy Kalengai, qui est le patron de Géopolis, grand analyste et surtout observateur très averti de l'évolution de la situation ici au Congo, nous allons décortiquer cette question d'évolution de mentalité et surtout quelle option lever pour la République démocratique du Congo. Jérôme Sekana, aussi le patron des Galaxies, mais aussi l'un des journalistes qui a osé, pour une fois, interpeller les élus pour qu'ils payent l'impôt, qui est la culture de l'impôt dans notre pays. Il y a une pétition d'ailleurs à l'époque qui a été souscrite par beaucoup pour demander à nos élus de donner l'exemple. Ça n'a pas donné suite. On va voir si ça fait partie aussi des tares de cette République. Alors, l'un et l'autre, bienvenue. Merci, merci. Alors, on va commencer donc cette émission, Willy Kalengai, avec ce qu'a sous-titré, pour ne pas dire écrit Géopolis, il y a presque une semaine maintenant, en interpellant la classe politique sur les mentalités. Sur ce fait, on peut l'appeler divers, mais une situation qui a choqué plus d'une personne au sein même de nos élus, de ce temple qu'on appelle la démocratie de l'Assemblée nationale. Comment un homme politique peut aller jusqu'au point de demander à son Premier ministre de conjuguer le verbe manger? Merci de nous accorder la parole sur cette question qui est, à mon humble avis, une question triste parce que si nous sommes aujourd'hui en 2016 en train de parler de cela, c'est la réalité de notre pays. Le Premier ministre Matata est allé au Parlement pour une question précise. Nous sommes dans une crise énorme. Le budget de l'État qui était prévu à 9 milliards a été revu à la baisse. Donc le Premier ministre est allé pour demander aux élus d'accepter un collectif budgétaire. Il y a donc une crise. Il y a une crise, ça signifie que les moyens de l'État sont en train de s'amenuiser et qu'il faut pour cela que les députés accompagnent. La crise est un sentiment de rupture avec les équilibres que vous avez construits. Quand il y a crise, ça signifie que la maîtrise de soi doit être la chose la plus partagée. J'ai été personnellement triste parce que je me suis compris là que nous sommes au cœur du gouvernement, au cœur de la majorité. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans la contradiction opposition-majorité, c'est une parole qui est venue des membres de la majorité. Ce sont les deux visions de plus en plus qui se partagent aujourd'hui la vedette au sein de la classe politique. Pourquoi finalement on fait la politique? Pour certains, on fait la politique pour obtenir des moyens de survie et de garantir des décisions favorables à son camp. D'autres ont fait la politique pour entrer dans l'aventure du développement de la nation, pour passer de ce développement vers le développement. Ces deux visions sont des visions totalement opposées et elles ont grandi dans la majorité. Elles ont aujourd'hui, ce que je peux appeler, elles ont atteint le sommet de l'iceberg. Le Premier ministre, il est allé très loin. Moi, j'ai quand même été un peu surpris de la puissance avec laquelle il a parlé. Il a presque pris son propre parti, il a pratiquement accusé son parti de comploter contre le gouvernement. Ce sont des accusations graves. Mais motivé par quoi? Motivé par cette tendance
à croire que les moyens de l'État sont des moyens qui doivent passer pour la mangeoire. Un homme politique ne peut pas dire ça en public en disant, voilà, vous mangez mal, conjuguez bien, je mange, tu manges. Est-ce que, est-ce que lorsque, dans une république, dans une gestion des biens publics, pour un élu qui représente le peuple, avoir cette perception que vous avez, parce qu'il faut quand même se rappeler que dans ce pays, dans les années 60-70, le maréchal Mobutu disait aux Aïrois de l'époque, Iba Mouké, l'essentiel est de garder, l'essentiel, la grande partie pour la République. Est-ce que ces mentalités ont changé? Est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure, certains accèdent au pouvoir pour accumuler le bien, ou peut-être pour avoir des prébendes, etc. Et d'où le départ d'autres, enfin, quand ils constatent que les retombées ne sont pas aussi significatives que ça, ils préfèrent aller dans l'opposition ou préfèrent choisir d'autres chemins. Il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est un échec global, c'est un échec de moralité, c'est un échec qui touche l'éthique des responsabilités dont doit faire preuve la classe politique. Comment pouvez-vous accepter cela? Parce que nous sommes dans un pays les plus pauvres de la planète. Ça signifie que quand quelqu'un accepte de faire la politique, il accepte un sacerdoce, il accepte de mettre son intelligence et son temps au service de la communauté. Il y a donc de la précarité à préserver, il y a des équilibres à maintenir. Donc le Premier ministre a mis en place des réformes pour que nous puissions sortir de la très grande pauvreté vers une pauvreté un peu moyenne. Acceptable. Mais ceci lui est reproché parce qu'on considère que le poste de Premier ministre, c'est une philosophie de vie qu'il faut que nous puissions regarder en face. Le poste de Premier ministre, c'est un poste de la gestion des moyens et ces moyens doivent être gérés de manière à garantir la puissance personnelle de ceux qui ont contribué à l'obtenir. Donc nous sommes dans une contradiction par rapport à la philosophie du pouvoir. Mais ce n'est pas une mauvaise option de l'action politique. Je constate seulement, je n'ai pas encore fait de jugement de valeur, mais je constate que dans mon pays, nous sommes dans cette phase de critique historique où la classe politique considère encore que faire de la politique, c'est avoir un métier par lequel on peut s'enrichir. Et qu'à partir du moment où nous avons un Premier ministre qui bloque tout, qui ne donne pas ce qu'il faut donner, alors il faut utiliser les mêmes armes pour obtenir de lui ce qu'il nous a pas donné. Alors, Jérôme Sekana, j'ai signalé tout à l'heure que vous avez osé, vous, initier une pétition pour demander aux élus d'avoir la culture fiscale. Et il a été constaté que vous n'avez pas été suivi. Quand on voit ce genre d'apostrophe, on n'est pas dire d'interpellation des premiers ministres sur des choses aussi élémentaires, on se croirait sur notre planète. Jean-Marie Kassamba, vous et moi, nous sommes des éducateurs de masse. Nous avons été suivis. Si au jour d'aujourd'hui, les députés et sénateurs payent l'impôt professionnel sur les rémunérations, c'est à cause de cette pétition. Nous avons obtenu plus de 150 000 signatures de nos compatriotes. Plus de 150 000? Oui, sur l'ensemble du territoire national. Nous avons amené toutes ces signatures jusqu'à la présidence. Le président de la République a reçu toutes ces signatures et il s'est impliqué. Il a donné l'ordre au gouvernement et le gouvernement a obtenu, in fine, qu'on puisse prélever à la source l'impôt professionnel sur les rémunérations. Mais les honorables députés et sénateurs en tant qu'autorités budgétaires ont joué au malin. Donc ils ont augmenté leurs émoluments pour faire que, bien sûr, ils payent, mais on n'a pas touché vraiment à l'essentiel de ce qu'ils avaient l'habitude de toucher. Donc ils ont augmenté malignement. Mais pour nous, c'est quand même un pas. Mais je suis très triste. Triste parce que nous avons un pays extrêmement riche, mais avec des animateurs, excusez-moi, des animateurs qui ne comprennent pas qu'ils ont une mission de pouvoir bâtir, développer ces pays. Les politiciens dans notre pays doivent comprendre qu'ils ont échoué. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, jusqu'à aujourd'hui, le bilan des politiques est médiocre. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, de tous bords. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que avec tout ce que nous avons comme potentialité, notre position géostratégique, l'homme congolais
très engagé, le niveau intellectuel est très développé. On ne devrait pas être là où nous en sommes. Regardez, on était au même niveau que la Corée du Nord, la Corée du Sud, parce qu'à l'époque, on était au même niveau que l'Afrique du Sud. Même mieux. Oui, on était au même niveau que le Canada. Aujourd'hui, la plupart de ces pays sont devenus émergents. Mais est-ce que c'est une question... Nous continuons avec le même discours et avec les mêmes pratiques, les mêmes erreurs, Jean-Marie Kassamba. Et on a comme l'impression que la politique, c'est le raccourci pour devenir riche. Avec comme conséquence, quand il s'agit des élections, vous allez voir, pour 500 places, vous avez 10 000, 12 000 candidats. Non, c'est grave. Tout le monde ne peut pas devenir député, tout le monde ne peut pas devenir sénateur, tout le monde ne peut pas devenir président de la République, mais chacun doit apporter sa petite pierre à la reconstruction de l'édifice national. Donc, nous sommes là en face d'abord d'un bilan négatif. Mais les responsabilités, c'est au niveau de mentalité? Est-ce que c'est au niveau de structure? Parce qu'on a quand même des institutions, on a des hommes, on a des partis politiques, on a même des ONG qui ont parfois des objectifs louables. Oui, le problème c'est le... Ça bug à quel niveau? Non, le problème d'abord c'est l'impunité. L'impunité? Oui. Nous avons... L'impunité est devenue un sport national. Et quand je parle de l'impunité, vous avez des antivaleurs qui vont avec. La corruption, le clientélisme et consorts. Et à côté de ça, nous avons perdu les repères de nos valeurs. Et vous avez ce que je peux appeler le mauvais comportement où les gens se comportent comme si le monde va s'arrêter aujourd'hui ou demain. Donc il faut se servir à tout. Ils ne se projettent pas dans l'avenir pour comprendre qu'en tant que politique, je dois agir pour que je sois coté par ceux qui m'ont élu, ou bien j'ai une responsabilité publique, je dois tout faire pour qu'on puisse retenir de moi quelque chose de positif. Bien sûr, il y a des petites actions qui sont faites. Quand vous prenez, moi je me suis exercé un peu à faire un bilan pour chacun de nos présidents, pour les 4 présidents que nous avons eus. J'ai commencé avec Kasavubu. Vous savez que Kasavubu avait un degré de moralité très élevé. Kasavubu, quand il partait en mission, quand il revenait, l'argent qui restait, il le reversait. Au trésor. Ce qui beaucoup de nos députés, de nos sénateurs, des hommes politiques ne font pas. Vous prenez Mobutu. Mobutu, quand il accède au pouvoir, c'est vraiment un nationaliste hors pair. Souvenez-vous, il accède au pouvoir en 65. Oui. Déjà en 67, un Zaïre équivaut à $2. Oui. Sur le plan économique, il vient avec des idées, vraiment, il avait envie de changer les choses. Mais il a mordu à la corruption et puis la guerre froide aidant. Il a fait ce qu'il a fait. La Deuxième République, c'était une catastrophe. Musée arrive. Musée arrive, à mon ami ici, nous avons parlé des musées, avec bien sûr les 2 piliers de la philosophie des musées, qui sont d'abord... je ne trahirai jamais ne jamais trahir les Congos, mais également organisons-nous pour essayer de nous prendre en charge. Il nous a apporté ça, mais il n'a pas été bien compris. Et lorsque les Occidentaux ont constaté que ce monsieur-là va trouver la formule magique pour développer ces pays, allez, on l'a assassiné. Kabila arrive. Kabila arrive, il a osé. D'abord, ce qu'on peut reconnaître au président actuel, c'est le fait d'abord d'accepter les autres, avec des formules comme 1+4, qu'on n'a jamais réussi ailleurs. Et surtout, le commencement du développement. Il a jeté les jalons. De la reconstruction. De la reconstruction nationale. Oui. Mobutu a fait. Il a laissé des repères. Mais là, on voit quelque chose de neuf, et puis sur base d'un discours. Mobutu nous avait donné ce qu'on appelait à l'époque l'objectif 80. Oui. Et tout le monde se disait vers les années 70, est-ce que vraiment on aura la chance d'arriver en 1980? On est arrivé en 1980, rien. Et on n'a pas vu tout ce qui était promis. Et surtout, on avait eu la première dévaluation. Maintenant, là, le grand problème, quand vous prenez Kasavubu, quand vous prenez Mobutu, vous prenez Musée, vous prenez Joseph Kabila, le dénominateur commun, c'est l'impunité. Donc l'impunité passe ici comme étant le cancer qui fait que
on n'arrive pas à sortir du sous-développement. C'est-à-dire, quand il y a l'impunité, vous avez des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas... Mouzé a commencé à le faire. Il a essayé de relever les défis en mettant en prison les ministres, en essayant de faire ce qu'il a fait. Eh bien, les gens ont commencé à crier, et surtout la communauté internationale a vu les dangers et on l'a dit. Alors, Willy Kalenga, il faut quand même, parce que cette émission, on l'a fait sur des valeurs. Quand on lit Géopolis, vous avez essayé de mettre tout le monde devant ses responsabilités. En disant, Matata, oui, il ose, vous avez parlé des réformes tout à l'heure, mais c'est quand même un homme qui fait des résultats. C'est quand même quelqu'un qui est reconnu par les autres, à travers le monde. Mais pourquoi il n'est pas reconnu par les siens? Pourquoi les siens les combattent? Là, vous avez même dit que son propre parti... Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Les gens peuvent croire que nous parlons pour défendre Matata, mais nous regardons... Non, parlons de valeurs. La réalité telle qu'elle se positionne. Jérôme a parlé de l'impunité. Laissez-moi développer pourquoi l'impunité est devenue un système. Oui. C'est parce que l'accès aux fonctions, quelles qu'elles soient, s'est transformé en régime de privilèges. C'est-à-dire que plus vous augmentez de pouvoir dans la société, moins vous vous sentez concerné par les règles du jeu. C'est-à-dire... Donc les règles, ça ne vous concerne pas? Ça ne vous concerne pas. C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est un intouchable. Donc l'impunité naît de la perception que l'on a du pouvoir. Le pouvoir d'État est d'abord un service à la communauté. Mais quand vous avez, par exemple, un bourgmestre, ou vous avez même un ministre, il se retrouve sur la route, il sait qu'il y a un feu rouge. Lui, il estime que non, parce qu'il est ministre, et que, bon... Alors, il peut griller le feu, rien ne va lui arriver. Il peut même aller en sens inverse. Le régime de privilèges a tué le pays. Parce que c'est ça qui crée l'impunité. Pourquoi? Parce que quand vous vous plaignez, les gens vont dire que pour vivre bien dans ce pays, il faut donc avoir le pouvoir. Comme ça, on peut être exclu du respect des règles. Or, dans un pays où on ne respecte pas les règles, vous avez les chaos. Vous avez les chaos que nous avons vécu à l'Assemblée nationale. Une crise morale sans précédent, où un Premier ministre en fonction, on lui demande carrément de voler. Si vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas partagé l'argent. Vous deviez prendre l'argent de l'État, nous donner à nous-mêmes pour que nous puissions nous sentir à l'aise, nous allons vous protéger. Nous ne faisons pas semblant de croire que ceci est un épiphénomène. Nous ne disons pas qu'il ne l'a pas fait un jour ou il le fera un demain, mais nous tirons la sonnette d'alarme en disant c'est ça la vision que nous avons de l'exercice du pouvoir politique. Est-ce que le peuple sait que c'est pour ça qu'il va élire des gens? Là devient le problème. La valeur cardinale qui doit être partagée ici, Jean-Marie, quand on est homme politique, on défend les intérêts. Mais on défend les intérêts de la communauté. On défend les intérêts de la communauté. On sait que la communauté est consciente que vous avez choisi un métier par lequel vous vous oubliez vous-même pour le triomphe de la communauté elle-même s'organise pour que vous ne soyez pas, vous soyez pris en charge. C'est pour ça qu'on parle des émoluments des députés. On ne parle pas des salaires. Parce qu'on suppose que c'est des hommes qui ont accepté de donner une partie de leur propre vie, leurs compétences, leur temps, pour que la société aille de l'avant par leurs idées. Alors, à partir du moment où eux-mêmes, les députés, il y en a beaucoup qui sont sérieux, il y en a d'autres qui sont devenus vraiment la gangrène et qui perpétuent ces climats délétères et qui ont instrumentalisé la fonction de député. Pourquoi? À l'origine, quand vous voyez, pour être député, le député a deux rôles. C'est de lire les lois et de contrôler les gouvernements. Voter les lois. Voter les lois et contrôler les gouvernements. Mais nos députés font des actions sociales. Ils se sont transformés en investisseurs dans les localités où ils se sont retrouvés. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Alors, justement, ils sont obligés pour ça d'exercer la pression sur le gouvernant pour avoir les moyens d'aller vers la base. Parce que nous sommes dans une dérive statutaire. Oui. Mais c'est statutaire. Je suis en Ngandajika comme là chez nous, je vais être député, je n'ai pas les moyens. J'ai dit au Premier ministre, écoutez, si vous me donnez 15... Et le gouvernement est déjà tombé dans ce piège parce qu'à la fin de chaque vacances parlementaires, le côté social, il fait qu'on donne quelques vivres quelques biens à des députés qui vont distribuer pour pouvoir diminuer la pauvreté. Mais ceci est une erreur monumentale. C'est une erreur. C'est une erreur parce que les députés... Ce n'est pas un soutien au social, ce n'est pas... Mais il y a des structures sociales. Parce que si les députés imaginaient, c'est lui qui a les bonnes idées. Parce que la politique, c'est l'art de gouverner. Les stratégies pour gouverner dépendent des idées qui se développent. C'est lui qui a des moyens, mais qui n'a pas d'idées.
peut venir être élu tout le temps. Mais celui qui a décidé n'a pas de moyens, il fait quoi? Nous devons faire une démocratie de l'excellence. La démocratie de l'excellence voudrait que, en temps de paix, les hommes sont convaincus de l'enjeu, gardant leur identité idéologique, ils ont un fond commun qu'ils partagent. En temps de guerre, en temps de crise monumentale, les identités politiques doivent diminuer pour que le patriotisme et la République doivent aller de l'avant. Alors, un Premier ministre qui vient vous dire que nous sommes en crise, il n'y a pas de moyens. Nous sommes en train de connaître on est même responsable je crois de la crise mondiale. De la crise mondiale, c'est lui qui est à l'origine de la baisse des prix de cuivre. Donc, nous sommes dans une contradiction. Et cette contradiction, elle est forte. La majorité doit s'interroger. Elle doit s'interroger sur la finalité du pouvoir qu'elle a reçu du peuple. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Si c'est pour un pouvoir qui assure les régimes de privilèges aux uns et aux autres, alors elle s'est trompée. Si c'est un pouvoir pour réformer les conditions de vie de la population, pour que le minimum soit garanti aux populations, elle a encore la chance d'aller vers le. Alors, Jérôme Ségana, oui. Est-ce que ce n'est pas justement le nœud du problème? Lorsque on base une lutte politique, ou on base sa vie politique sur la redistribution, la rétribution, une espèce de casserole où on doit puiser en permanence, et celui qui est là, s'il ne vous donne pas l'accès, il est diabolisé. Ce n'est pas un mauvais exemple qu'on donne à la jeunesse, qu'on donne aux observateurs, surtout au peuple qui vous donne ce mandat. Un très mauvais exemple, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah oui? Vous savez, il faut être réaliste. La majorité présidentielle devrait être fière d'avoir quelqu'un comme Matata, pour des raisons que je vais donner tout de suite. Oui. Vous savez, dans ces pays, les institutions à elles seules bouffent 60% de notre budget. Les institutions? Les institutions. 60. Je ne vais pas donner des chiffres ici, mais j'en ai. Et il y a un déséquilibre dans la redistribution des richesses nationales. Mais quand on dit... La première richesse nationale, oui, c'est le budget. Parce que le budget nous appartient à nous tous. Nous payons les impôts. Nous donnons les moyens au gouvernement. Or, quand on redistribue une poignée de nos compatriotes, ceux-là qui nous dirigent consomment 60% du part de ce budget. Des gâteaux-là. Donc, vous avez les gâteaux familiales. Vous avez 10 enfants. Mais 3 enfants prennent 60% de ces gâteaux-là. Mais est-ce que cette vérité, le peuple le sait? Non, nous l'avions dit. Et ce qui vient de se faire, en tout cas, on devrait nous féliciter parce que nous l'avions prédit. Quand vous regardez même dans vos émissions, nous avions écrit bien avant. Nous avions dit que le train de vie des institutions est trop supérieur par rapport à notre capacité contributive, par rapport à ce que nous avons comme moyen de fonctionnement. Il faut réduire le train de vie des institutions de 50%. Nous avions 10 000 dollars pour les députés, il faut mettre 5 000 dollars. Bien sûr, nous avions écrit au chef de l'État. Nous avions été même jusqu'au Parlement pour dire, écoutez, il n'y a pas de solution pour nous en sortir. Il faut réduire le train de vie des institutions de 50% pour alimenter les autres lignes budgétaires du secteur du social, afin que nos compatriotes qui ont aussi droit à la vie puissent goûter aux fruits de la croissance. Mais justement, des 50% à 30% proposés, maintenant, le chef de l'État nous a rejoints. Et nous sommes fiers de le dire. Nous a rejoints, il a décidé qu'on réduise ce train de vie-là, non pas de 50%, mais de 30%. Mais c'est quand même quelque chose déjà. Oui. Alors, pourquoi on est arrivé à ça? On est arrivé à ça parce que, avec la crise, bien sûr que nous avons une économie très résiliente. Nous sommes félicités même par toutes les institutions, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et ce n'est pas pour nos beaux yeux. On ne peut pas nous féliciter s'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait. Oui. On nous félicite parce que nous avons mis sur pied un certain nombre de réformes. La gestion, on a comprimé certaines dépenses de l'État, même si ça fait mal, les politiciens crient à tue-tête, c'est parce qu'on a bouché un peu les robinets, parce que les gens pensaient qu'il suffit d'être député, il suffit d'être ministre, vous allez faire des missions comme vous voulez, prendre l'argent du trésor public. Les gens pensent que chaque soir, ils peuvent aller à la Banque centrale, retirer l'argent des Congolais, et les gens vont continuer à mourir, ils n'ont pas de produits pharmaceutiques, ils n'ont pas à manger, alors que c'est l'argent de tous les Congolais. Oui. Alors, le chef de l'État a dit, on doit réduire le train de vie des institutions. Cette mesure aurait dû on aurait dû la prendre
à l'époque où on était quand même, la situation était bonne. Nous avions prévu cela lorsque la tonne du cuivre était à 7 000 $. 8 000 même. Alors, mais quand la crise a frappé, avec la chute des cours des matières premières au niveau du marché international, le gouvernement n'avait plus de choix. Le gouvernement qui avait déjà planifié un budget de 9 milliards a compris que non, les recettes, il y a même certaines sociétés minières ont fermé, dit il n'y a pas de choix, nous devons aller. Et même avant d'aller au Parlement, nous dans nos éditoriaux, on disait déjà qu'il faut un collectif budgétaire. Parce que là, toute l'architecture du budgétaire est chamboulée. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous allez payer autant alors que vous avez moins de recettes. C'est ainsi que le gouvernement est allé présenter un collectif budgétaire pour essayer de revoir à la baisse ses ambitions. Et quand on chez l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. Oui, quand on va là-bas, je vous dis, on a touché partout. Sauf dans le budget de l'Assemblée nationale. Des élections. Sauf pour les élections. Oui, j'ai les chiffres. Sauf pour les élections. On a touché. Le chef de l'État a accepté, on a coupé 30%. On a coupé au niveau du Parlement. Parce que les deux chambres, là, c'est beaucoup. C'est l'institution la plus budgétivore. Le Parlement. Même au niveau de la primature, on a coupé. Et il y a des problèmes. Posez la question à ceux qui travaillent à la primature, ils vous diront que certains avantages ont été supprimés. Donc, il n'y avait pas de choix. Qu'est-ce que nous gagnons en essayant de cracher sur la stabilité du cadre macroéconomique que nous avons obtenu au prix d'énormes sacrifices? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, notre monnaie est stable. Quand bien même on a... Mais cette stabilité a un prix. On ne peut pas aujourd'hui accepter de faire n'importe quoi et commencer à tourner la planche à billets. Parce que si on tourne la planche à billets, salut l'inflation. Et quand il y a l'inflation, nous allons retomber à la case du départ. Et il y aura, vous connaissez, on sera comme l'Angola. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, le gouvernement a raison, mais il faudrait que les autorités, l'autorité budgétaire comprennent qu'il n'y a pas de choix. Vous savez mon frère, j'ai titré dernièrement, M. Jean-Marie Kassambada, que la jeunesse c'est une bombe à retardement. Oui. Les jeunes là, nous avons plus de 95% de la population active qui est au chômage. Alors, vous vous rendez compte, ces jeunes gens-là, qui ne savent pas où aller, et qui n'ont pas, ils vous voient, vous roulez carrosse, et vous continuez, vous pensez qu'un jour, mais la frustration peut amener à beaucoup de choses. Absolument. Alors, pour calmer la situation, il faut diminuer les trains de vie des institutions et renforcer les lignes budgétaires des secteurs pro-pauvres pour permettre à certains secteurs qui ne recevaient pas ne serait-ce que la moitié de ce qui était prévu dans le budget, de commencer à toucher et d'appliquer la rigueur. C'est cette rigueur-là de Matata qui fait que les gens qui étaient habitués à toucher 12 000, et chaque fois, quand il y avait un texte de loi qui venait là-bas, ils faisaient du chantage, il y avait 5 000 $ qu'on distribuait comme ça sous le manteau, 10 000 même. On appelle ça les invisibles. Quand on puise ces 10 000-là, vous savez ce qui se passe? Parce que le budget de l'État, c'est comme un récipient là. C'est comme une cruche où il y a du liquide. Alors, là-dedans, vous avez des gros tuyaux qui viennent se greffer. En bas, là-bas, vous avez la présidence, vous avez la primature, vous avez... Et les petits tuyaux là qui sont au-dessus, quand l'eau descend, ne prennent plus de l'eau. Et en ce moment-là, ça devient très compliqué. Et quand le gouvernement prend l'argent pour donner ce que les députés appellent les invisibles, eh bien, dites-vous que certaines écoles ne seront pas construites. Dites-vous que certains enseignants ne pourront pas toucher les... Et si au jour d'aujourd'hui, les enseignants ou même les fonctionnaires continuent à toucher régulièrement, c'est parce qu'on a mis sur pied un certain nombre de réformes qui font que l'argent, quand l'argent rentre au trésor public, automatiquement, il y a un plan de trésorerie qui fait qu'on affecte directement l'argent pour la paye, mais ce qui reste n'est pas suffisant pour prendre en charge l'État congolais. Justement, Willy Kalingala, on va terminer cette émission pour permettre à ceux qui nous suivent de retirer les substrats. Est-ce qu'ici, on fait un procès au comportement de nos élus, ou plutôt c'est la classe politique tout entière, opposition majorité, j'utilisais pas les termes de Jérôme, mais qui doit faire un peu son mea culpa, et surtout que cette classe politique doit changer
pour permettre les développements escomptés. C'est bien beau d'aller admirer ce qui se passe en Angola, au Rwanda ou en Guinée équatoriale, mais si chez vous, vous n'avez pas de mentalité, et là je vois la saga de ce qui s'est passé à Lubumbashi ou ce qui s'est passé même ici à Kinshasa, pro-opposition, pro-majorité, etc., ça ne laisse pas la jeunesse choisir avec beaucoup d'objectivité. Jean-Marie, je crois que Jérôme a dit l'essentiel. L'autre problème est un problème d'éthique fondamental. Et les philosophes diront même que c'est un problème épistémologique, c'est-à-dire la validité de l'engagement. Nous avons un engagement en politique, quelle est sa validité? Sur le plan historique, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel. Aujourd'hui, servir la nation, ça signifie servir la communauté. Les hommes politiques aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'élite intellectuelle a reculé. Parce qu'ils pensent qu'ils ont non seulement le pouvoir, mais ils ont aussi un savoir considérable. Donc l'intelligence a déserté. Voilà, ils pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont immédiatement le savoir. C'est faux. Les règnes du savoir, il y a dans le pays ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, oui, qui, dans un moment donné, peut capter le savoir disponible et mettre ça à la disposition des décideurs. Nos hommes politiques sont ce qu'ils sont le produit de notre société, une société patrimonialiste, une société qui a vécu dans la culture de la quête et du ramassage. Nous ne sommes pas encore sortis de là. La fonction politique est une fonction du ramassage et de la quête. Et les situations dérantes, parce que c'est là qui alimente. Donc, le plus important, c'est d'être député, d'avoir un statut. À partir du moment où j'ai un statut, je peux donc manger à ma faim. Et les gens se battent pour avoir ce statut. Sans effort. Non, c'est-à-dire, quels que soient les efforts qu'ils font, oui, ils se disent que le plus important, c'est d'avoir le statut. C'est pour ça qu'on appelle ça des situations dérantes. Oui. C'est-à-dire, bon, je suis député, à partir du moment où je suis député, je peux ne pas venir à l'Assemblée, le pays peut ne pas aller de l'avant, les lois peuvent être liberticides, les opposants peuvent être arrêtés. Moi, l'essentiel, c'est qu'à la fin du mois, j'ai mes émoluments parce que j'ai le statut de député. Un ministre aussi, c'est comme ça. Bon, je peux ne pas connaître mon sujet. La technicité, la compétence, la voie des réformes, ce qui fait que les hommes politiques possèdent quelque chose de plus que le peuple. Oui. Ce n'est pas parce qu'ils sont les plus beaux, c'est parce que le peuple reconnaît leur engagement citoyen, un engagement qui est quand même supérieur à l'engagement normal. Mais s'ils se confortent dans la corruption, s'ils se disent qu'ils doivent, eux, devenir riches, et que être politicien, c'est construire sa vie au détriment de l'ensemble, ils ont échoué leur mission. Et dans l'histoire, nous n'avons pas terminé, dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé des moments où les générations entières ont été balayées par le fait de n'avoir pas compris l'enjeu. Notre enjeu est un enjeu, la crise qui s'impose à nous est une crise générale. Elle se pose à nous comme une crise de société. Elle demande que nous réagissions comme une société, comme une communauté. Elle ne demande pas que nous réagissions comme majorité, comme opposition, comme blanc, comme noir, comme femme ou comme homme. Elle s'impose à nous comme une crise qui touche toute la communauté. Le problème est que nous n'avons pas formulé les réponses de la communauté face à la crise. Nous avons formulé des réponses partiales, des réponses de survie. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire, le Parlement fait ce qu'il peut faire, le Sénat fait ce qu'il peut faire, la classe politique, donc chacun développe des situations de survie. Tout ceci n'est pas coordonné vers une solution commune. Merci beaucoup et Jérôme Serrano, il faut qu'on termine. Oui, oui, on va terminer. Vous savez, je voudrais dire que nous fonctionnons au-dessus de nos moyens. Au-dessus? Au-dessus de nos moyens. Et vous savez, quand une maman va au marché avec 1000 francs, elle ne peut pas se permettre de charger son panier avec des vivres de 3000 francs. Dont elle n'a pas les moyens. Non, sinon on va l'arrêter. C'est exactement la même chose. Mais comment on peut réserver 10 000 $ à un député lorsqu'on a un budget? Moi, s'il y a des réformes à faire, parce que nous projetons dans l'avenir, oui, s'il y a des réformes à faire au niveau du Parlement, c'est que nous devons réduire le nombre de députés dans notre pays. Nous avons 550. 500, c'est trop. C'est comme la Chine. Je vous dis, même au niveau du Sénat, on peut diviser par 2. Mais ça dépend des circonscriptions maintenant. Bien sûr, il faut augmenter le nombre. La circonscription, à l'époque, dans la loi qui était passée, c'était de 50 000. Oui. Il suffit de dire que maintenant, la circonscription pour un député, c'est 100 000. Ou même ça, 50 000. On a un député. Voilà. En ce moment-là, l'argent là, compte tenu de nos moyens qui sont disponibles, oui, eh bien, l'argent là, on peut investir dans l'agriculture. Parce que le secteur créateur d'emplois par excellence
de croissance par excellence, c'est l'agriculture. Or, nous n'avons pas de moyens. Regardez, Bukangalonzo, rien que Bukangalonzo, c'est 1,5 milliard de dollars qu'il faut investir. Le gouvernement a sorti à peu près 120 millions jusque-là. On n'a même pas encore terminé Bukangalonzo. Et il y a 24 parcs agro-industriels. On manque l'argent. Même si les partenaires au développement peuvent venir. Alors, la solution à cette crise, pour qu'il n'y ait pas explosion demain, c'est de faire en sorte que, même quand il y aura peut-être des réformes, qu'on réduise le nombre d'acteurs politiques, notamment au niveau de la députation et des sénateurs, et ainsi, l'argent qu'on va dégager, on va investir pour permettre une bonne redistribution. Parce que tant qu'on continuera à exclure le jeune qui naissent, qui étudient, qui terminent l'université et n'ont pas d'emploi, eh bien, c'est un terrain fertile pour que... c'est là où on recrute les djihadistes, c'est là où on recrute les gens qui vont dans des rébellions, et ce n'est pas une bonne chose. Pour terminer, vous savez, ce pays nous appartient. Lorsque mon ami et moi nous parlons comme ça, les gens disent que non, écoutez, ces gens-là, nous n'avons pas des couleurs politiques. Et je pense que... Mais vous venez de sommes lessiver le membre de la majorité, là. Mais non, c'est ça. Ils doivent comprendre que notre pays passe avant tout. Il y a des bonnes choses qui se font du côté de la majorité, il y a des bonnes choses qui se font du côté de l'opposition. Oui. Nous devons les dire haut et fort. Le problème, c'est qu'eux, ils voudraient que nous puissions les suivre, même les yeux fermés. Quelqu'un qui est en train de détourner les deniers publics veut que nous puissions l'applaudir. Ou quelqu'un qui est en train de violer la loi, que nous puissions l'applaudir. Nous ne le ferons jamais. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Willy Kalengai, je rappelle le patron de Géopolis et c'est lui des Galaxies Médias. C'était notre façon d'interpeller l'opinion et surtout la classe politique sur sa façon de se conduire. Ce pays a besoin de valeurs et ces valeurs sont celles de la probité, sont celles d'un pouvoir qui doit être désintéressé. Et on ne peut pas être dans une culture de cueillette, comme l'a dit Willy Kalengai tout à l'heure. Le Congo de demain, c'est celui des désintérêts pour soi et servir la nation pour son développement. Portez-vous bien. À la fois prochaine. Édition.